après 5 minutes, tu devais savoir qui était Anderlecht ou pas. Quand on vient en RP, c'est cette culture de vouloir gagner avec du beau football. Je suis René Peters. Je suis né le 10 octobre 61, né à Anderlecht, donc Pur bruxellois. un pur bruxellois. Un pur bruxellois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel entretien d'un 90e. Un entretien spécial, car aujourd'hui, Nathan et moi, on a le plaisir d'accueillir une véritable légende du RSC Anderlecht. Un homme qui a tiré sa révérence après 27 saisons au service du club de son cœur. Et pour tout supporter du RSCA, c'est bien plus qu'un départ, c'est la fin d'une époque. Salut René. Bonjour, Merci d'être avec nous. avec plaisir. Voilà, moi je suis René Peters. Je suis né le 10 octobre 61 et né à Anderlecht, donc Pur bruxellois. un pur bruxellois. Un pur bruxellois. Dans le quartier du Bonheur, pour un peu préciser. Dans le quartier du Bonheur, exactement. Donc c'est un quartier social très près de Nerpeet. Ouais. Et voilà, donc la distance c'était pas loin pour aller vers Nerpeet. Et vous parlez directement de Nerpeet, comme je l'ai dit, 27 ans au service du plus grand club belge. Comment est-ce que vous avez été mis dans le foot, baigné dans le foot? Vous aviez des parents qui aimaient le foot ou comment vous êtes arrivé dans le foot Disons que chez nous dans la famille, alors je parle de mes grands-parents, mes parents, c'était que le Sporting d'Anderlecht qui comptait, hein. Donc c'était des supporters et c'était impensable de choisir un autre club qu'Anderlecht. Donc en plus, comme j'ai déjà dit, c'était très proche. Je crois que c'est à 400 mètres du Bonheur. Donc le pas vers Anderlecht, vers Nerpeet, c'était une logique. Ok, très bien. Et petit déjà, vous voyez déjà travailler pour le club? C'était un rêve ou c'est arrivé vraiment Je dirais pas du tout, parce que je me rappelle que lorsque j'étais encore actif comme joueur, j'avais plein de collègues avec qui je jouais, qui étaient déjà occupés pour les formations d'entraîneurs et moi j'avais vraiment aucune envie ou de penser de faire une carrière comme entraîneur. Donc à 11 ans, rapidement, pour que nos auditeurs un peu comprennent votre jeunesse, en tout cas, comment vous avez intégré le club, donc vous intégrez l'école de formation du RSCA. À cette époque-là, elle est déjà très réputée, c'est déjà le grand club qu'il est, ou c'est d'autres clubs historiques qui sont devant Anderlecht? Non, je crois que même à cette époque-là, c'était déjà quand même Anderlecht. On avait aussi les RWDM, l'Union à côté, mais c'est vrai que dans les jeunes, je pense que c'était toujours encore maintenant. Et avant aussi déjà. Même à la période que moi j'ai commencé, c'était quand même toujours le grand Sporting. Ok. Et juste pour savoir, on se posait des questions avec Nathan, est-ce que déjà, à cette époque-là, l'école de formation, on pouvait déjà combiner l'école et le foot? Pour un jeune joueur qui a comme vous, qui a intégré à 11 ans l'école de formation? Non, pas du tout. Non, ça c'est la combinaison avec l'école. Je pense que elle a surtout commencé avec le projet Le Purple Talent que Monsieur Kindermans a intégré. On va y revenir avec Monsieur Kindermans. Ok, donc rapidement, ici vous êtes dans les années 80, vous intégrez le noyau A. Mais vous jouez qu'un match avec les pros à Anderlecht, c'est lors de la saison 81-82, sous le coach Tomislav Ivic, dans un match contre le KSK Tongres. Nous, ici, Nathan et moi, je pense que t'as pas connu. Archi pas. Tongres, C'était en division, ça. Ça nous le dirait en tout cas. Tongres, mais Anderlecht, ça nous dit quelque chose quand même. Et donc là, on voit quand même qu'il y a de beaux noms dans l'effectif. Jacques Munaron, le gardien, Morten Olsen, Luka Perizovic, Hugo Bros, le prince Frankie Verkoteren, Juan Lozano. Quelle équipe de rêve quand même. Ouais. Dites-nous un peu ce que ça fait. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer une année avec le noyau A, mais c'était vraiment une époque on était vraiment au top européen et j'étais assez réaliste pour comprendre que c'était un bonheur de pouvoir s'entraîner chaque jour avec des joueurs comme Verkoteren, Koek, Lozano, Kenneth Brille, les Mortenons, les noms que vous avez dit. Franchement, c'était vraiment impressionnant.
Et justement, vous l'avez dit, vous n'avez fait qu'une saison, et puis 2 années plus tard, en 83, ils sont champions d'Europe, notamment contre Benfica, si je me trompe pas, au terme d'un match retour au Stadio de la Luz, où ils réussissent à faire 1-1, alors qu'ils avaient gagné au Stade des Ailes 1-0 au match aller, hein, c'est ça? Nous, ici, Nathan et moi, nous deux, on n'a pas eu la chance de connaître, non seulement l'équipe nationale n'a pas gagné de compétition, même une belle 3e place à la Coupe du Monde 2018, mais encore moins les clubs. On n'a pas connu même une finale de Coupe d'Europe. On n'a pas eu la chance. J'ai 33 ans, j'ai toujours pas vu un club belge aller en finale de Coupe d'Europe. Vous avez vu vos anciens coéquipiers atteindre une finale, la gagner, mais en plus de ça, dans quelques années après, les années 90, il y a eu Antwerp qui a atteint une finale face à Parme, il y a eu Malines qui atteint aussi une finale, qui gagne des Super Coupes d'Europe. Pour vous qui étiez jeune et joueur et ancien joueur d'Anderlecht, qu'est-ce que ça fait de vivre en fait dans un pays où en fait on peut considérer ça comme les meilleures équipes européennes en tant que Belge? Comment vous viviez ça en fait? Bah oui, c'était on était à cette époque-là, on était chez les meilleures équipes, c'est vrai, mais bon, c'était pas encore la Champions League non plus. Hein, c'était, je pense que la Champions League, les 4 meilleures ou les 5 meilleures équipes d'Angleterre, d'Espagne, de l'Allemagne, ça a tout changé. Je crois que, et puis aussi tout a commencé à changer parce que l'aspect financier est devenu de plus en plus important, et je pense que le jour d'aujourd'hui, je pense que c'est presque impossible d'encore avoir de revoir encore une équipe belge en finale. Je pense que, enfin, je l'espère, mais c'est devenu tellement difficile que les moyens à l'étranger sont tellement plus énormes que finalement on doit se rendre compte que on sait plus se défendre avec les mêmes armes. Ouais. Et pour vous qui étiez, même si vous venez de dire à l'instant que vous réalisiez déjà la chance que vous aviez d'être dans le noyau et de côtoyer de tels joueurs, vous qui étiez dans le noyau 2 années auparavant, cette épopée d'Anderlecht en Europe, est-ce que vous avez eu des regrets par après de ne pas avoir fait partie de l'effectif qui a remporté ce trophée? Des regrets, certainement pas, parce que je suis trop réaliste pour comprendre que à un certain moment, il faut quand même savoir qu'est-ce qu'on vaut dans le foot, quel est son propre niveau. Et on peut rêver naturellement, mais bon, je me rendais bien compte que j'avais pas les qualités pour tourner à ce niveau-là. Mmh. Lens a cité les parcours des clubs belges en Europe durant cette période, et vous venez de l'expliquer, à cause des moyens financiers aujourd'hui actuels, c'est plus possible de concurrencer avec les plus grands d'Europe des autres pays. Mais comment expliquer qu'à cette époque, le football belge a ses plus belles lettres de noblesse? Est-ce que c'est la formation? Qui est-ce qui expliquait cette particularité? Je pense que honnêtement, souvent tu sais, on n'est pas comme les Hollandais, hein, on n'est pas, mais je pense que en Belgique, on travaille, tu sais, aussi bien qu'à l'étranger. Mais c'est vrai que nous, les Belges, parfois, on est un peu trop discret. Mais je pense que à cette époque-là déjà, je pense qu'on faisait du très bon travail avec les jeunes. Ouais. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y avait, quand j'entends les noms, Lozano, Morten Olsen, j'ai l'impression qu'en fait avoir des étrangers, RSC Anderlecht, en tout cas des gros noms étrangers, était plus facile qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est beaucoup plus globalisé, où il y a plus d'argent. Il y a eu notamment, c'était même avant l'arrêt Bosman, donc avant, c'était donc en fait, c'est parce que moi, vraiment, j'étais pas né. Donc quand je vois ça, je me dis: «Mais Anderlecht était vraiment à quel niveau?» Si on devait comparer aujourd'hui par rapport à un grand club européen, le Anderlecht que vous avez connu, c'était quoi? C'était le Real Madrid? Est-ce que c'était ce niveau-là, parmi les chapeaux 1 des clubs? Ou c'était encore plus bas que le Bayern, le Real, ce genre de club? Je pense que pour dire maintenant qu'on était le même niveau que Real, et ça c'est peut-être un peu poussé, mais bon, l'année que j'étais dans le par exemple, on a joué la demi-finale de la Coupe d'Europe 1, hein, qui était la Coupe d'Europe des champions. Donc on a perdu contre Aston Villa.
Mmh. et qui après, je pense, a gagné contre le Bayern. Donc, je pense que la différence avec les clubs que vous citez, comme le Real, c'est que ces clubs-là, ils sont là tous les années. Et alors que chez nous, c'était une fois un petit exploit, mais n'empêche que c'était quand même des prestations qui pouvaient être vues, hein. OK, OK. Et juste, petite question de curiosité, financièrement, est-ce que les joueurs comme ça Anderlecht, les stars d'Anderlecht, hein, je parle des Frankie Vercouteren et cetera, c'était pas les mêmes salaires qu'aujourd'hui, mais ils gagnaient très, très bien leur vie? Ben, je pense que à l'époque, les joueurs restaient quand même plus longtemps chez nous. Mmh. Donc ça veut quand même dire aussi que c'était pas pour ça plus intéressant ailleurs, je suppose, parce que faudrait une fois poser la question. Vas-y, ils Francky. écoutent. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le fait qu'on avait quand même une très bonne équipe et qui voulait quand même rester, parce qu'avant c'était quand même, c'était pas rare de voir qu'un joueur était là pendant 4, 5, 6 saisons, alors que le jour d'aujourd'hui, ça devient vraiment presque une exception, façon de parler, qu'un joueur reste si longtemps dans le club. Donc, ouais, c'est vrai que bon, je pense que l'aspect financier aujourd'hui fait que les joueurs partent quand même plus vite qu'avant. OK. Ensuite, après, votre carrière professionnelle, vous continuez en 83, vous rejoignez le Eintracht Aalst, aussi un club historique, Mmh. hein, Mmh. qui en division 2 et qui vous allez descendre en D3, puis vous allez rejoindre Bornem, et ensuite la Louvière pendant 2 saisons. Mmh. Et en 87, vous revenez, à Alost, et qui est de retour en D2 donc, et vous y restez pendant 5 ans jusqu'en 1992 avec un petit Mmh. passage Paris clos, avec comme point d'orgue la promotion en division 1, donc vous retrouvez la division 1 pardon, en 1991. Ouais. Expliquez-nous un peu, ce petit passage, ces 5-6 années où, vous faites D2, D3, D1, Ouais, ouais, c'est, heu, les choix que j'ai faits, des clubs, c'était toujours quand même, quand même bien réfléchi. Je sentais moi-même que j'étais pas un joueur qui aimait d'être sur le banc. Vous allez me dire, il y a personne, mais moi, j'avais vraiment un gros souci avec ça. Alors, j'ai été quand même assez réaliste et j'ai un peu choisi pour, je vais pas dire pour la sécurité de pouvoir jouer, mais je pense que, avec les choix que j'ai faits, je pense que j'étais presque sûr de toujours être actif dans les 11 de base. Et pour moi, c'était quand même quelque chose d'important. Je préférais être en D2 et de jouer chaque semaine mon match et de savourer les victoires et que d'être quelque part et d'être sur un banc où que de temps en temps je pouvais avoir que quelques minutes. Donc, ce côté-là, c'était des choix quand même, je regrette pas d'avoir choisi ce parcours-là, OK. pas du tout. Et là, vous étiez, professionnel à 100 vous vous entraînez en journée déjà, en D2, D3 ou Non, c'était juste non, la non, division 1? j'ai toujours cette époque-là, à part l'année avec, que j'ai fait à Anderlecht, que j'ai été 1 an professionnel, heu, le reste, j'ai toujours combiné avec mon job, à la poste. Donc, mais m'a jamais posé vraiment de problème. OK. Donc ensuite, durant la suite de votre carrière, vous avez joué dans les divisions inférieures, notamment à l'Union, qui devient qui est champion de Belgique aujourd'hui, Denderhout, Emsterbeek ou encore Merktem, en combinant ça avec votre métier de facteur à la poste, Ouais. comme vous le dites. Et ensuite, vous allez, terminer votre carrière de footballeur professionnel. Vous continuez dans le football, mais là, vous devenez, scout, 1 année avant de passer entraîneur des jeunes, à Nerpede en 1999. Ouais. On va revenir, sur, votre rôle de formateur chez les espoirs. C'est un peu le cœur de cet entretien. Mais juste pour situer un peu pour nos auditeurs, ensuite vous allez en 2012-2013 devenir l'entraîneur des espoirs et avec une seule année en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe A sous Beznikazi en 2014-2015, Mmh. mais seulement une saison. Rapidement, pourquoi une seule saison? En préparant l'entretien avec Nathan, on s'est demandé pourquoi est-ce que vous n'avez été finalement entraîneur adjoint de l'équipe A, une seule saison, quand on voit que vous avez fait 27 ans avec des résultats, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par vous, vous êtes reconnu et réputé, mais comment ça se fait que finalement vous n'avez été qu'une saison dans le maillot A? Ouais, c'est peut-être un peu, une des seules choses que je regrette
un peu. C'est finalement quand j'ai été adjoint avec l'équipe A, mon but principal c'était surtout de travailler avec les jeunes qui étaient dans le noyau. Ok. Et je dois dire que cette année-là, la fonction que j'ai eue, c'était pas vraiment dans cette direction-là. Et le pourquoi après, je suis retourné chez les Espoirs. Ok. Donc, Et comme si je peux me Oui, permettre, vas-y, bien sûr. est-ce que c'est dû au fait que, parce que la saison 2014-2015, c'est quand même un noyau d'Anderlecht qui est très très solide avec Dembo Cani, Lucas Butlia, Mathias Suarez et d'autres noms qu'on connaît. Donc, est-ce que cette fonction avec laquelle vous vouliez travailler avec les jeunes et que vous n'avez pas pu exprimer à 100% est dû au fait que le noyau était fort et donc il n'y avait pas beaucoup de jeunes, ou c'est juste parce qu'on vous a attribué une autre tâche Non, je pense que c'est devenu donc pendant la saison, il y avait différentes tâches à faire, hein, notamment aussi aller scouter l'équipe adverse, aussi bien dans le championnat belge que européen. Donc j'ai fait pas mal de scouting aussi. C'était à l'époque, je pense que on était dans la Champions League. Est-ce que c'était avec Galatasaray, je je pense que pense. c'est l'année où Zlatan met un but incroyable au Constant Van den Stock à Ouais, l'époque. donc Ils font Donc- 7-0, 7-6-0, je crois. Ouais. 5 ou 6-0. Ouais. J'étais au stade. ça, je sais plus. Non, mais voilà, donc ça faisait partie aussi des tâches que j'avais à accomplir. Donc, mais c'était vrai, tu sais, moi, finalement, s'il y avait un objectif que dès que j'étais commencé quand je roulais vraiment dans ce job d'entraîneur, c'était aussi à l'époque quand moi j'étais jeune, j'avais Martin Lippens comme entraîneur, je dirais adjoint. C'était l'entraîneur qui à l'époque s'occupait aussi des jeunes, donc moi, et j'ai toujours adoré un peu ce poste-là. Donc j'étais pas du tout pas même comme, parce qu'après il y avait un certain Jean Doux, mais lui Jean Doux c'était le T2 qui reprenait souvent quand il y avait des problèmes avec le T1. C'était lui qui remplaçait, mais pas du tout moi. C'était surtout l'envie d'être occupé avec les jeunes. C'était ça un peu mon rêve. Dès que j'avais goûté le job d'entraîneur, c'était ça qui m'intéressait le plus, quoi. Eh ben, tant mieux, puisque j'ai repris une citation en préparant l'entretien, j'ai regardé un peu les articles sur vous, et il y a un journal que je vais pas citer parce que j'ai pas envie de me tromper, mais en tout cas, je dis, c'est pas de moi, c'est d'eux, qui dit: René Peters fait partie de ces monuments silencieux, de ces artisans de l'ombre qui ont bâti l'ADN du RSC Anderlecht. La première question, on parle souvent de l'ADN d'Anderlecht, surtout depuis que la direction a changé. Je pense que vous êtes la personne la plus apte à définir ce que c'est ce fameux ADN Anderlechtois, parce qu'en fait, on le cite tout le temps. Nous, dans l'émission La 90e, ça fait 3 ans qu'on en parle. L'ADN d'Anderlecht, les supporters disent on veut l'ADN d'Anderlecht, tout le monde. Dès qu'il y a un nouveau directeur sportif, je veux remettre l'ADN. Qu'est-ce que l'ADN Anderlechtois? Ouais. Ben, je trouve que c'est pas très facile à expliquer, parce que finalement, moi j'ai connu l'ADN en jouant à Anderlecht. Si moi je vois les entraîneurs que moi j'ai eus quand j'étais jeune, je parle c'est tous des tops de l'histoire d'Anderlecht. Donc je parle de Pierre Hanon, je parle de Marcel Decourte, je parle de Jean Cornelis, je parle de Monsieur Van Imst. Ouais. Ouais, je le cite encore toujours comme ça. Hein, de Hippolyte Van den Bos. C'était tous des gens qui ont fait l'histoire d'Anderlecht. Donc moi, d'office, c'était quelque chose que j'ai acquis en jouant au foot. Et Monsieur Kindermans est passé par le même chemin. Donc pour nous, ouais. Ben, on peut dire, ADN, c'est être bon au ballon, des joueurs techniques, être toujours dominant, avoir la balle, la possession de balle le plus possible,
Et la victoire. Et la victoire, voilà, c'était aussi quelque chose ouais, c'était, je vais pas dire, mais pas à n'importe quel, pas sur n'importe quelle, comment je veux dire, de façon. C'était surtout toujours avec du beau football. Et nous gagner, mais on avait mal joué, on n'était pas content. Il fallait toujours on a, un beau jeu, on était la qualité au ballon. Les gens qui venaient voir, moi j'ai dit toujours après 5 minutes, même si on a tous des autres vareuses, des autres blues, après 5 minutes, tu devais savoir qui était Anderlecht ou pas. Et c'est pour ça que je comprends si je vois maintenant des compagnies qui parlent d'un RP et j'ai ressenti justement la même chose. C'est quelque chose de spécial. C'est quand on vient en RP, c'est cette culture de vouloir gagner avec du beau football. Mais c'est bien parce qu'on le voit sur votre visage. Ouais, On sent quand vous en parlez que c'est quelque chose que Ouais. vous avez fait toute votre vie et on sent que c'est quelque chose d'important. On va y revenir après dans la suite de l'entretien sur cette fameuse, peut-être cette culture qui a changé au fur et à mesure des années. Mais on y reviendra. Mais donc vous avez dit, vous avez commencé en 1909, donc vous avez connu les U8, les U9, U10, U14, U16, U18, U23, vous avez tout fait. C'est quoi pour vous l'âge où il est le plus difficile de transmettre aux jeunes joueurs en tant que formateur? Pour vous, l'âge où c'est le plus compliqué parce que soit ils sont trop petits, soit parce qu'ils n'écoutent pas, parce que là où vous avez eu le plus dur en fait, pour vous Mais je pense que si je compare, je voudrais dire l'âge des 14-16 ans, C'est un peu turbulent. l'adolescence. c'est l'adolescence, mais honnêtement, le fait que Anderlecht, j'ai pas eu tellement de problèmes avec ça. Il y avait tellement une certaine discipline que je pense que si je vois à l'école, ça devrait être 10 fois plus difficile pour eux que pour nous. Parce que finalement, chez nous, tout le monde voulait être chez nous. Donc, c'était pas difficile s'il y a un joueur qui était un peu spécial ou quoi, on pouvait rapidement le corriger parce que, tu sais, le respect qu'il devait avoir pour le club, ça c'est, au moment qu'on rentre en RP, on savait ce que ça voulait dire. Ouais. Moi, je vais un peu me focaliser sur les espoirs. Donc, dans un club comme Anderlecht, le passage des espoirs à l'équipe première, comment est-ce que la décision est prise? Est-ce que vous avez un rôle en tant que coach? Est-ce que vous êtes mis dans la boucle? Est-il déjà arrivé que vous refusiez ou vous alliez à l'encontre de la promotion d'un joueur pour le protéger parce que vous ne le trouviez pas encore assez prêt? Ou alors, est-ce que vous avez déjà fait le contraire et vous avez déjà dit, voilà, moi, ce joueur-là, il est trop bon pour les espoirs, il faut absolument qu'il aille en première? Ben, je crois que, tu sais, à l'époque, c'était pas toujours comment on dit, des évaluations tous les 3 mois. Régulièrement, on passe dans le bureau de Monsieur Kindermans et on parle de foot. Et logiquement, si un tel joueur, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, qui est bon, qui continue à être bon à un certain moment, tu sais, il faut quand même prendre des décisions par rapport au joueur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est comme ça que ça marchait un peu, hein. Tu sais, si je me rappelle, l'année que je voyais jouer Romelu chez les U19, j'étais à ce moment-là adjoint de Johan Wallem. C'était un garçon tu sais, il marquait toutes les semaines. C'était pas un but, hein, c'était 2-3 buts, des assists, la façon qu'il jouait. Bon, à ce moment-là, à un certain moment, il faut quand même prendre des décisions et de dire qu'il est prêt pour le prochain pas. Et c'était c'est comme ça que ça marchait. Et pour ce type de joueur, et je sais que vous en avez eu beaucoup, comment vous gériez un joueur qui a déjà obtenu des minutes en A et qui doit revenir parfois en espoir, que ce soit pour quelques matchs ou même parfois toute une saison, j'en sais rien, mais comment on gère ce genre de joueur? Parce que j'imagine que ça doit pas être évident. Mentalement, il doit se dire que voilà, il est un membre de l'équipe première parce qu'il a fait des minutes avec l'équipe première, mais de l'autre côté, on lui demande de continuer à jouer avec les espoirs. Est-ce que vous les gériez un peu de manière différente? Bah, je crois que c'est encore le jour d'aujourd'hui, c'est encore toujours le même cas, hein. Je pense que aujourd'hui, je pense encore plus difficile parce que de plus en plus, on pousse les jeunes de plus en plus vite vers les espoirs, les noyaux A.
que logiquement, on s'entraîne avec une équipe noyau A, mais qu'on va jouer en espoir, ou parfois qu'on est déjà en espoir quand on jouait chez U18. Donc, c'est pas évident. Et je pense aussi que le jour d'aujourd'hui, en plus, il y a quand même encore cette pression qu'avant, on avait beaucoup moins, je trouve. Cette pression des parents, des managers. Tu sais, il y a beaucoup de, il y a un gros suivi, hein, le jour d'aujourd'hui. Et à chaque fois, s'il y a des choses qui se passent avec les joueurs, plus vite maintenant, c'est les alarmes qui vont, hein, pour dire que ouais, qu'est-ce qui se passe, alors que parfois c'est juste une question de temps qu'il faut avoir la patience et de faire le pas au bon moment. Mais je pense que le jour d'aujourd'hui, mais c'est pas qu'Anderlecht, hein, c'est un peu partout maintenant. C'est la course pour de plus en plus jeunes, qu'on essaie de ramener les jeunes vers le top. Donc encore de plus en plus, on a ces problèmes-là de parfois qu'on pense qu'on est déjà prêt pour faire le grand pas et que finalement on n'est pas encore prêt du tout, et ça demande beaucoup de discussions, de parler beaucoup avec les jeunes, de les faire comprendre que c'est pas parce qu'on redescend un peu que c'est une punition, mais que ça peut être et d'être prêt pour attendre le bon moment, quoi. Ouais. Pour prendre un peu plus de hauteur et parler un peu plus de jeu collectif, nous, on voulait savoir, parce qu'on se demande souvent comment ça se passe, à Anderlecht, est-ce que en tant que coach de jeunes, et peut-être un peu plus précisément coach d'espoir, vous avez une influence sur le jeu que vous voudriez mettre en place, la tactique, la stratégie, ou tout est dicté au niveau un peu plus haut, que ce soit au niveau de Monsieur Kindermans à l'époque ou au niveau du coach de l'équipe première? Non, c'est question disons que enfin, j'ai toujours été assez libre, mais bon, on respectait toujours cette même DNA, hein, c'est on n'allait pas commencer à jouer avec un bloc bas ou, on essayait toujours d'être dominant, donc tout ça. Mais bon, ce qu'il y avait parfois, c'est que et ce qui est logique, c'est que quand il y a des joueurs qui descendent du noyau A, que naturellement c'est une priorité, et que si le coach de l'équipe A, il estime qu'un joueur doit jouer 60 minutes, ben il jouait 60 minutes. S'il devait jouer à une certaine place, ben il jouait à une certaine place. Je trouve que comme entraîneur des espoirs, on est là pour aussi servir pour l'équipe première et pas pour sa propre carrière. Donc je trouve que, mais avec ça, j'ai jamais eu de problème. Je trouve que c'est une logique. Bon, on peut pas faire cet entretien sans aborder votre duo avec Jean Kindermans quand même. C'est le duo historique à la formation anderlechtoise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre duo? Qu'est-ce que lui vous a apporté et qu'est-ce que vous pensez que vous lui avez apporté durant toutes ces années? Ah ben, Jean, c'est un peu bizarre, mais je pense qu'entre nous, allez, pour moi, Jean n'était pas vraiment que le directeur des jeunes. Jean est, je crois, 3 ans plus jeune que moi. On a eu quasiment la même formation, donc c'était assez facile on retrouvait toujours un peu les mêmes défauts, les mêmes qualités chez les joueurs, et Jean n'était pas le directeur technique qui était très 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 présent chaque entraînement. C'était le directeur technique qui faisait confiance au coach, qui voyait les matchs lui-même aussi, et puis s'il avait une remarque ou c'était pas avec une invitation au bureau, mais c'était plutôt la porte qui était toujours ouverte, que de temps en temps on rentrait une fois dans le bureau et on rentrait comme ça pour dire bonjour parfois, et parfois on était là pendant 1 heure, et parfois c'était 5 minutes. Donc c'était toujours un peu cette comment je veux dire, cette souplesse Et cette relation de dans confiance. voilà, dans cette relation, c'était jamais Et est-ce que vous avez eu des désaccords de désaccords. sur certains joueurs ou
Mais je peux pas dire que je pense pas que Jean était la personne qui un jour il demandait souvent une fois quelle est la sélection. Ah, tiens, pourquoi celui-là? Pourquoi celui-là? Et, et, et c'était, tu sais, mais je pense de nouveau la même chose, c'est que je pense pas que j'ai fait des décisions que je pense qui n'étaient pas logiques du tout. Mmh. Donc je pense que c'est un peu ça qui fait qu'on a eu une façon de travailler qui était fluide, quoi. OK. Hem, il y a eu aussi un avant et un après, le duo Van den Stock et Van Holsbeek au RSA. Enfin, en tout cas, pour nous 2. Ouais. Moi, j'ai toujours vu une différence, hein. On disait en off, ne fût-ce que parce que, voilà, il y a plus Adidas, il y a beaucoup de choses qui ont changé à Anderlecht, hein. Le nom du stade, voilà, direction, tout a changé. Ils ont restructuré. Heu, voilà, on n'est pas là pour dire c'est bien ou mal, mais quand même, il y a quand même un changement, un gros changement. Vous qui avez vécu les 2, qu'est-ce que ça a changé pour vous et qu'est-ce que ça a changé dans le club au quotidien? Je pense que le grand changement, c'était quand même, au moment que le club a été repris. Je pense en toute, honnêteté que je pense que surtout le peut-être le moment n'était pas, heu le meilleur moment. Je me rappelle que c'était en pleine saison, et puis je pense que la suite après, je pense que, financièrement, je pense que ça a quand même eu des conséquences, je Mmh. pense. Et justement, on parlait d'ADN tantôt. Est-ce que pour vous, l'ADN s'est envolé avec ces 2 personnes-là qui sont parties? Ben, Et en plus de Jean Kindermans, hein, ça fait 3 quand même. Van Holsbeek, Kindermans et la direction, Van den Stock, ouais. oui, oui, et pourtant je pense aussi que c'est quand même, après cette période qu'il y a quand même eu un certain Vincent Kompany qui lui, lui, il avait, lui connaît Nerpet, Ouais, aussi bien que donc et je pense que lui, il avait vraiment les idées de ramener cet ADN de Nerpet, dans le club. Bon, malheureusement, il y a eu que Vincent a dû partir mais je pense que maintenant, j'espère que petit à petit on va commencer à retrouver quand même un peu, ce que Anderlecht était avant. OK. Mais justement, hein, c'était une des questions qu'on voulait, vous poser après par rapport à Vincent Kompany. Mais vu que vous avez fait la transition parfaite, justement, est-ce que pour vous, il n'a pas bénéficié d'assez de temps? Et est-ce que pour vous, ça a été une grosse erreur de faire partir Vincent Kompany? Ouais, je fais attention à ce que je dis, hein. Mais je pense que allez, je peux quand même dire que, qu'on peut le regretter quand même si on voit le parcours qu'il fait, actuellement, et en plus, je l'ai vu arriver, je me rappelle, sa première présentation, c'était, ouais, vraiment incroyable. Mmh. Quelle impression qu'il a mis dans le club. Là, directement, il a fait un speech devant tout le personnel et avec ses idées et je pense que, je l'ai vu travailler sur le terrain, c'était un bosseur, il était là du tôt le matin jusque tard le soir et je peux quand même dire que on peut le regretter quand même qu'il soit parti, je trouve trop tôt. Vous aviez directement confiance en ses qualités de coach malgré le fait que c'était sa toute première expérience? Parce que vous qui avez été formateur, enfin qui avez été formateur durant toute cette période, voire, même si c'est une légende du football, belge et peut-être même mondial, voir quelqu'un arriver sans expérience de coaching, ça peut quand même faire un peu peur? Je pense que, comme tout le monde, peut-être que, tu sais, on était un peu surpris naturellement. Mais, honnêtement, je pense que il était déjà quand même un peu préparé parce que Ouais. si je vois, ses entraînements, comment il a tout abordé tout ça, je pense que allez,
et avec son expérience qu'il a eu comme joueur, je pense que il a utilisé toutes ses qualités pour transmettre ça. Et je trouve qu'il avait un impact énorme parce que je me rappelle, je travaillais alors à ce moment-là, j'étais adjoint de Craig Bellamy, qu'il avait lui aussi ramené. Et si je voyais comment Craig travaillait aussi, c'est avec nos jeunes, on faisait la même philosophie. C'était quand même impressionnant. Ouais. Vraiment. On va remonter un peu dans la hiérarchie des types de personnes qui gravitent autour d'un club de football, mais on va parler des agents en Belgique. Vu que vous avez vu beaucoup de joueurs passer, est-ce que vous avez senti que votre fonction de formateur a quelque peu changé avec le temps et avec l'influence de plus en plus présente des agents? Certainement, parce qu'au début, tu sais, il y avait très peu d'influence de l'extérieur, même des parents. Tu sais, moi-même, quand j'étais jeune, j'aurais jamais vu mon père aller à la direction pour faire des remarques. C'était pas possible, mais je constate quand même que les dernières années, de plus en plus, c'est devenu plus compliqué. Plus compliqué, parents, managers, et parfois à juste titre, hein, attention, mais parfois aussi, ouais, ça a quand même changé les dernières années, certainement. D'autant plus qu'il n'y a pas que les agents, il y a aussi maintenant de plus en plus de jeunes qui ont des préparateurs physiques personnels, des coachs mentaux. Il y a aussi l'influence même des réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que quand on est coach, on sent tout ça, toute cette influence sur un joueur? Tout à fait. Tu sais, le jour d'aujourd'hui, je dirais même que c'est presque dans la mode. Hein. Tu sais, à l'époque, quand on disait qu'on avait un manager, c'était oh. Maintenant, je vois que presque chaque joueur a un manager, même s'il est d'une qualité extrême ou qu'il est assez limité. Ils ont tous des managers d'aujourd'hui, donc mais aussi tout ce qui est personal coaches, tu vois, c'est devenu aussi difficile pour combiner les deux parce que on sait pas toujours ce qui se passe en dehors d'un RP, alors que nous, on pense qu'on donne assez. Naturellement, si on veut encore être encore plus performant, mais qu'il n'y a pas un bon dialogue entre le club et le personal coach, ça peut devenir dangereux, question de blessures et tout ça, parce que, tu sais, quand on a les datas, mais on connaît pas les datas de l'extérieur, ça devient dangereux surtout pour les blessures. Et on a eu beaucoup dans le passé d'exemples de ces jeunes talents très vite portés très haut, mais qui sont partis avant d'évoluer avec l'équipe première et de signer leur premier contrat professionnel. Je pense notamment à Caretsas, je pense à le petit Bounida qui est parti à l'Ajax, à Charlie Junior, Moussonda. Comment vous vivez ça? Pour vous, c'est un échec personnel ou est-ce que c'est le football Ben, écoute, personnellement, j'aurais préféré que c'était autrement, qu'il serait resté plus longtemps. Mais naturellement, c'est aussi un aspect qui est devenu de plus en plus difficile pour les clubs belges. En général, c'est aussi l'influence des équipes étrangères qui sont partout. Les jeunes qui ont 15 ans pour signer leur premier contrat, ça négocie pas mal. Comme vous dites, il y a aussi les managers qui sont en train certains managers vont peut-être guider les joueurs pour rester à Anderlecht, d'autres ont peut-être plus d'intérêt pour partir, ça je ne sais pas. Mais bon, moi personnellement, comme coach d'Anderlecht, j'aurais bien préféré que d'abord ils fassent leur pas à Anderlecht et l'objectif, comme c'était avant, que c'était d'abord quand même toujours essayer d'atteindre l'équipe A avant de s'envoler ailleurs. Juste, on passe à autre chose. Plutôt, je voulais parler de la Challenger Pro League, donc la division 2, où on y voit maintenant 4 clubs espoirs. Enfin, donc il y a RSA Futur, il y a Genk, il y a Next Bruges, et le dernier qui est Gand. Gand. Ouais, Young Gent. Young Gent, voilà, merci beaucoup.
Pour vous, est-ce que c'est une bonne décision prise par la Fédé pour le développement des jeunes? Est-ce que c'est bénéfique pour ces jeunes qu'on les intègre avec des hommes directement comme ça? Mmh. Moi, personnellement, je trouve que oui. Donc, je parle comme formateur à Anderlecht. Le seul problème maintenant, c'est que euh, euh, les équipes ne savent plus descendre. Ouais. Ça, je trouve que, personnellement, pour moi, parce que l'ADN d'Anderlecht, c'est quand même de vouloir gagner. Donc, ça fait partie de... Si on veut jouer avec les grands, je trouve qu'il faut quand même aussi assumer et, euh, et essayer de se maintenir, mais d'une façon correcte. Mmh. Donc ça, je trouve un peu dommage, mais pour le reste, je trouve que c'est une compétition très intéressante. Le seul souci que je trouve c'est que de plus en plus, partout du nouveau, hein, il n'y a pas qu'Anderlecht, c'est que dans ces équipes-là, on met des jeunes, de très jeunes joueurs, et, et ça c'est pour moi le seul problème que j'ai un peu, c'est que ça a toujours existé, hein, de mettre des jeunes, mais quand on parle des compagnies de Van den Born à l'époque, des Romelu Lukaku, c'était des garçons qui étaient déjà costauds, qui étaient tôt matures, Mmh. qui étaient prêts pour vraiment faire le grand pas, alors que je vois du jour d'aujourd'hui qu'il y a quand même aussi pas mal de jeunes qu'on met déjà dans ce groupe espoir, que à un moment que j'ai quand même encore, que j'ai mes doutes que ça va à rien trop vite, Ah je oui? trouve. Vous avez des exemples, des noms? Non, j'ai pas envie. J'essaye de gratter, c'est Non, le jeu, c'est le jeu. j'ai pas envie de citer des noms, mais je trouve que, vous savez, j'ai toujours adoré, hein, s'il y a un jeune qui arrive à monter très rapidement, hein, on a des Yuri Tielemans, que des U17, lui, il a sauté directement dans le noyau A, mais il est resté là. Et il a fait ses matchs, il a fait sa carrière. Mais moi, je suis toujours, je suis je suis pour pousser les jeunes le plus vite possible vers le haut, mais ça doit suivre. Ouais, j'aime pas qu'on pousse un jeune en espoir et puis qu'il va rester quatre années de suite. Alors je me pose la question, pourquoi on a été si vite? Vous voyez, si on arrive à être très tôt chez les espoirs, hein, pour jouer chez les futures, pour moi c'est une très bonne chose, mais ça doit aussi être la suite, ça doit être que c'est un garçon qui 1 ou 2 ans après touche la première et qu'on parle de lui, quoi. Ça, c'est pour moi quand même c'est pas la même chose que de mettre quelqu'un vite et puis de le laisser pendant X temps. Je pense que là, il va rater des moments importants pour Développement. son développement, c'est ça. Et je sais que vous êtes un adepte du 4-3-3 historiquement, mais ces dernières saisons, notamment en U18, vous jouez avec 3 défenseurs, si je me trompe pas? Ou Moi, j'étais il y a 2 ans, c'était pas encore le cas. OK. Mais peut-être l'année passée, mais aussi les Futures de temps en temps le font maintenant, oui. Comment vous voyez cette transition? Parce qu'aujourd'hui, on voit que le système à 3 défenseurs revient plus ou moins à la mode, un peu Mmh. partout en Europe, et surtout, quelle est votre préférence? Ouais, enfin, moi, quand on parle de, tu sais, c'est pas toujours les systèmes qui font la différence, je trouve. On peut jouer en 4-3-3 et on peut facilement quand on est en possession de balle, dans le build-up, comme on appelle, dans le open play, bon, et de plus en plus, on voit que c'est un médian défensif qui coulisse un peu entre les deux défenseurs centraux. Les backs qui vont un rien plus haut, on est aussi à 3 derrière. Ou bien il y a un des 2 backs qui reste comme troisième et un qui va jouer plus haut. Je trouve que ce qui est important, je trouve, c'est toujours encore comment on va animer un certain système. Mais mais moi personnellement, souvent j'ai joué en 4-3-3. OK. Ok. On va citer Compagnie, Van den Borg, Lukaku, Yuri Tielemans, De Donker, Andy Kawaya, Verskaren, Bemba, Musonda et beaucoup d'autres. Tous vous ont remercié lors de l'annonce de votre départ en disant que vous étiez une des bases de leur réussite.
Et donc, nous, on voulait savoir, c'est quoi votre méthode concrètement? On parle beaucoup de votre exigence technique, pardon, et on a pu lire dans un article de presse que vous aviez dit qu'un contrôle raté, ce n'est pas un détail, c'est un drame. Donc, comment vous expliqueriez Ouais. votre méthode? Ben, souvent, enfin, en rigolant, j'ai dit souvent que pour passer la porte d'un RP, c'était si techniquement on n'était pas doué, on rentrait pas quoi. Donc c'était un peu, mais bon, le foot a évolué naturellement, mais ça reste quand même une des bases principales. Hein, c'est d'avoir une technique, mais le jeu d'aujourd'hui exige aussi un aspect physique énorme et tout va beaucoup plus vite. Donc, je trouve que techniquement, il faut être encore plus fort parce que tout va tellement vite que cette première touche de balle, si elle est mauvaise, c'est une occasion ratée, c'est une balle qu'on va perdre. Donc, mais bon, ma méthode en moi, je pense que j'ai toujours été assez basic, je dois dire. C'est l'amusement, mais beaucoup avec ballon. Tu sais, à l'époque, le grand Barça, j'étais toujours occupé, le tiki-taka, et les joueurs aimaient bien. Et c'est vrai que pas mal d'entraînements étaient surtout basés sur la possession de balle, être bon au ballon, ouais, garder le ballon, pas de perte de balle, des dribbles bien sûr, mais faire le bon choix. Quand est-ce qu'il faut jouer en une touche, quand est-ce qu'il faut faire l'action, et tout ça était un peu relié à ne pas perdre cette balle. Tu sais, si on a un joueur qui à chaque fois voulait dribbler et il réussit 2 dribbles, mais il en rate 7 ou 8, ok, mais est-ce qu'il a fait le bon choix ou pas le bon choix? Donc je pense que souvent j'étais surtout un peu maniaque de tout ce qui était technique et être bon au ballon. Ouais. J'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant. Le joueur de base à l'heure actuelle, comparé au joueur de l'époque où vous entraîniez il y a 10-15 ans, est-ce qu'aujourd'hui, il est plus technique dans la mesure où vous venez de le dire, le jeu va plus vite, donc le premier contrôle doit être encore meilleur. Mais on a souvent ce débat ici sur le football d'avant et le football actuel. Donc, le joueur de base, si on compare les deux joueurs de base qui sont à un RP, mais à des époques différentes, est-ce que le joueur de base actuel, techniquement, il est peut-être un brin plus fort à cause de la vitesse d'exécution à laquelle il doit s'adapter? Ben, je crois que il faut comparer des générations, c'est très difficile. Hein. Tu sais, moi, mon époque, et maintenant, la plupart va peut-être pas, enfin, va plus connaître ça, mais que moi, je me rappelle qu'à l'époque, Mexico 70, pour moi, c'était la Coupe du Monde, ouais, c'était le top de top. Avec Pelé, Jairzinho, mais quand je revois les images maintenant, ils marchaient, alors qu'ils étaient super doués. Mais je pense que chaque joueur, après, on a eu Cruyff, qui était déjà un peu l'exemple du foot moderne, tu vois, mais je pense que il faut évoluer avec son temps, et je pense que le jour d'aujourd'hui, si on voit, ça va tellement vite le jeu d'aujourd'hui. Les joueurs sont puissants, il y a beaucoup de duels, mais il faut être résistant, il faut être costaud. Donc, et naturellement, encore aussi, techniquement, mais est-ce qu'ils étaient plus forts maintenant mais je pense que ce que je suis certain, c'est que la vitesse d'exécution, elle est devenue encore plus rapide. Encore plus rapide, ouais. Pour revenir sur un aspect un peu plus collectif, dans les tournois de jeunes, en tout cas, c'était le cas il y a encore 5-10 ans. Anderlecht, le RSCA va souvent très très loin. Je pense notamment au tournoi de Viareggio. On a vu les derniers parcours en Youth League. Donc, comment expliquer qu'en jeune, le RSCA a cette culture de la gagne, mais que contrairement à, par exemple, l'Ajax, une fois qu'on passe le palier jeune équipe première, on ne retrouve pas cela? Ben, je suis pas tout à fait d'accord parce que si je vois que les dernières années, les jeunes qui ont débuté au Lotto Park, je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Est-ce que je sais pas si Ajax a beaucoup plus de jeunes que nous. Oui, mais en fait, quand on voit par rapport aux périodes victorieuses, quand l'Ajax
et va très loin en Coupe d'Europe, ils ont ici une école de formation qui gagne chez les jeunes, qui est très prestigieuse, qui est très bonne. Exemple, Et l'équipe de 2017 avec Frankie de Jong, voilà. tout cela. Alors qu'à Anderlecht, j'ai l'impression qu'ils ont connu une période où ils étaient très forts chez les A. Mais par contre, ils étaient très forts chez les jeunes, historiquement, mais qu'on n'a jamais vu une équipe d'Anderlecht composée, gagner, pas en Belgique, hein, mais sur le sol européen, donc internationalement, on les a jamais vus faire un quart de finale ou une demi de Ligue des Champions comme peut le faire l'Ajax. On se dit toujours oui, mais on a un plus petit pays. Pays-Bas, c'est pas un plus grand pays, et pourtant, eux arrivent à non seulement faire cette transition entre cette jeune génération qui va arriver en équipe première et faire de bons résultats en Coupe d'Europe. Or que je trouve qu'Anderlecht, tous les jeunes sont réputés, mais on n'a jamais eu « Ah, Anderlecht est arrivé en quart de finale ou en demi-finale de Ligue des Champions avec une génération qui est vulnérable. » Comment est-ce que vous expliquez ça Ouais. Bah, peut-être qu'il y a peut-être une petite explication quand même, c'est que les dernières années, Anderlecht n'avait peut-être pas les moyens de tenir plus longtemps certains jeunes. Si je parle de Duranville, si je parle de Doku, c'est des garçons qui, si peut-être on avait un peu plus de moyens financiers, on aurait pu le tenir un peu plus longtemps. Ça aurait peut-être fait... Lavia, c'est vrai, Lavia aussi. Lavia, j'en oublie. Mais je pense que les dernières années, on a perdu quelques éléments qui, en principe, auraient dû rester un peu plus longtemps. Mais je pense, vu l'aspect financier, la situation du club, on a peut-être dû les revendre pour avoir un peu plus de moyens financiers. Mais il y en a d'autres aussi qu'on n'a pas spécialement dû revendre. Mais par contre, chez Anderlecht, et notamment dans la presse belge, on dit souvent que c'est la génération de 96, qui est celle de Andy Kawaya, notre frère. Et la génération la plus talentueuse qui est connue Anderlecht, en tout cas où il y avait le plus de joueurs aptes à réussir au très haut niveau. Mais quand on regarde le résultat final, à part Andreas Pereira qui est international brésilien, qui joue en première ligue et qui est un joueur régulier du très haut niveau, je peux citer des noms, hein. On a Kawaya, on a Jahadi, on a Charlie Moussonda dont on a déjà parlé, David Enen, Bakali, Bossart. Ça fait beaucoup de très très gros talents dont on parle depuis qu'ils ont 12-13 ans, mais au final pas grand chose. Est-ce que ça, déjà, dans les bureaux, est-ce que c'est des choses que vous aviez pressenties parce qu'il n'y avait pas la mentalité, ou c'est dû à la malchance? Je peux pas dire que c'est à la mentalité, parce que, notamment avec le 96, on a été au tournoi de Viareggio. L'année d'avant, on l'avait gagné. Avec la génération, c'était 94-93. L'année d'après, c'était le 95-96. Et on a été jusqu'en finale, on l'a perdu, cette finale-là. Mais question de mentalité, je pouvais pas dire que ces garçons-là n'avaient pas la mentalité, que du contraire. Donc, mais bon, moi je trouve aussi que dans mon expérience me dit aussi que ce qui est la vérité en 15 n'est pas toujours la vérité en 18. Okay. Et la vérité de U18, c'est pas toujours la vérité pour après encore faire le grand pas vers le noyau A. Donc je pense que on sous-estime un peu le pas entre les espoirs et la première, mais je pense que ça reste quand même encore un pas énorme, je trouve, parce que on est chez les jeunes, et puis si on fait le grand pas chez les grands, je crois que c'est toujours une très grande différence. Une très grande différence. Et juste une dernière question avant de rendre la parole à Nathan. Là, j'ai parlé de la génération 96. Moi, j'aimerais revenir encore un peu plus loin. Moi, en étant plus jeune, il y avait mes aînés. On a beaucoup parlé de compagnie. On va peut-être revenir après sur Anthony Van Den Borre. Mais à part eux deux, ce sont les deux noms ronflants de parmi la génération 84, 85, 86, enfin entre les 85 et 90, on va dire. Mais pourtant, quand on regarde, j'ai cité en 96 les Kawaya, les Jahadi, mais dans les années avant, il y avait du Hervé Cagé, il y avait du Geoffrey Mounjangibia, du Roland Lama, Tchèque Tioté qui a finalement fait une très grosse carrière, d'ailleurs qui est malheureusement parti trop tôt. Mais il y a eu Sven Kums, Dries Mertens, dont vous avez parlé. Tous ces jours-là, comment expliquer? Parce que moi, franchement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'ils n'ont pas eu leur chance en équipe première d'Anderlecht? Parce que c'est ça, ils n'ont pas eu leur chance, il faut dire les mots quand même. Et est-ce que, pour vous, c'était un regret?
que aucun de ces joueurs-là n'ait pu donner son plein potentiel en équipe première d'Anderlecht? Un regret, certainement. Hein, tu sais, nous, comme formateur, le plus beau qu'on puisse avoir, c'est de voir évoluer un joueur avec l'équipe A. Ça reste pour moi, dès qu'ils sont là, on se dit toujours, bah, chouette. Hein, quand même, mais c'est vrai qu'il y a une période que c'était plus difficile. Je pense aussi que parfois on se disait entre nous aussi pourquoi chercher un tel joueur alors que chez nous on a quand même le même potentiel. Mais ça c'est une question. Je pense que ça les dernières années ça a quand même fort changé. Heureusement. Oui, ça a changé. C'est vrai que C'était ça a changé. peut-être un peu par circonstance, Oui. mais n'empêche que je sais très bien que si on aurait eu un peu plus de patience, on aurait pu évoluer beaucoup plus des joueurs de jeunes en noyau. Ça, c'est vrai. Et ces joueurs-là, aujourd'hui, auraient peut-être eu aussi la chance d'aujourd'hui d'évoluer en Première Ligue, en Liga, beaucoup plus facilement, je pense. Parce que je pense quand on compare le talent, et avec tout le respect que j'ai pour les jeunes d'aujourd'hui, mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, ils arrivent beaucoup plus vite. Après 20 matchs en équipe première, tu vaux déjà 10 millions et t'es international. Or que moi, si je compare ce que devaient faire les KG, les Anthony, les compagnies, etc., pour être, ne fût-ce que dans le noyau A, Ouais. ça devait être des super talents, quoi. Je veux dire, on pouvait pas jouer 2-3 matchs. Donc c'est quand même. Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a un changement de mentalité, mais j'ai l'impression, c'est pour ça on est rarement d'accord là-dessus, mais j'ai l'impression, pour revenir tantôt à cette fameuse que le football d'aujourd'hui est plus facile. Moi, j'ai l'impression pour un jeune joueur que c'est plus facile aujourd'hui de percer dans les grands clubs. Euh, Plus facile, oui, mais à nouveau, hein, je pense que tout est relié un peu à l'aspect financier. Je pense que avant, ces jeunes-là, ils étaient peut-être prêts, mais on avait les moyens pour acheter encore des joueurs qui avaient un rendement direct. Mmh. Et on sait très bien que finalement, ça revient toujours à la même chose. C'est qu'Anderlecht, de moyenne, on était une fois sur deux, on était champion. Donc, et ça prend. Est-ce qu'il fallait prendre le risque de mettre plus de jeunes? Peut-être bien. Hein, si on les met pas, on va pas le savoir non plus. Mais c'est vrai que aussi les dernières années, c'est plus facile, mais ça fait quand même depuis 2017, je crois qu'on n'est plus champion non plus. Donc Commence à faire long. donc j'espère que bientôt Ouais. et avec les jeunes, ça serait allez ça La serait cerise sur le gâteau. ouais, ça serait vraiment le cerise sur le gâteau. Je sais pas si vous l'avez déjà mentionné quelque part ou non, mais vous n'avez jamais voulu devenir T1 d'une équipe professionnelle, que ce soit en Belgique ou à l'étranger? Non, non. Et pour ça, je suis trop réaliste. À l'époque déjà, comme j'ai déjà dit que je pensais pas être entraîneur. Et pourquoi? C'était bon. À l'époque, c'était déjà que si le ballon était sur le piquet intérieur ou pas, qu'il rentrait ou pas, on pouvait être limogé ou pas. Donc c'était un aspect que j'ai toujours détesté encore maintenant. Et je crois que le jour d'aujourd'hui, c'est pire. C'est pire. Maintenant, c'est devenu. Alors, j'ai jamais aimé avoir cette, je veux pas dire cette pression, mais tu sais, il y a des gens qui vont décider de votre travail alors que par moment, c'est juste de la malchance ou qui va déterminer si on continue avec vous ou pas. Alors j'ai préféré faire le choix de travailler avec des jeunes et je suis très content d'avoir pris ce choix, fait ce choix-là. Et quitter Anderlecht, ça nous a jamais traversé l'esprit? Aller voir ailleurs, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, mais toujours dans un centre de formation? Centre de formation, pas. Pas, je pourrais pas. Je pourrais pas. Honnêtement, c'est ma chance et peut-être le malheur que je sais pas parler de ce qui se passe dans les autres clubs, dans les jeunes. Parce que j'ai été formé à Anderlecht jusqu'à quand j'ai dû partir et faire ma carrière ailleurs. Et je suis retourné comme coach
d'Anderlecht chez les jeunes. Et donc, non, c'est comment je veux dire, c'est quelque chose qui pour moi n'est pas possible. Je pourrais pas aller travailler dans des. Maintenant, j'ai été convoité quelques fois pour aller travailler ailleurs, mais c'était comme adjoint dans une première équipe, ce qui n'est pas la même chose. Mais en jeune, je pourrais pas. Ok. Je pourrais pas. Bah, on a déjà évoqué pas mal de choses. Pour terminer, on a la partie qui est un peu plus marrante, on va dire des questions un peu plus chouettes. On vous avait demandé de préparer un 11 type des joueurs que vous avez formés, Ouais. soit un 4-3-3 classique. J'ai vu que vous avez vraiment pris le temps de le faire, merci beaucoup. On vous laisse maintenant la parole, vous le présenter pour expliquer aussi que vous nous avez dit en off, c'était un choix un peu compliqué. Donc voilà, je vous laisse, vous pouvez prendre le papier et nous dire un peu les joueurs que vous avez mis dans votre 11 et ceux que vous avez notés. C'est difficile et facile en même temps, mais quelque part, j'ai tellement eu des joueurs que pour citer vraiment les 11, c'est difficile parce que j'ai eu des très bons joueurs, hein. J'ai eu des joueurs de tout niveau et j'ai même eu quelques joueurs qu'on n'a jamais parlé, qui sont jamais connus, mais qui, pour moi, sont quand même restés à l'esprit, que j'ai eu des chouettes anecdotes ou qui étaient bons jusqu'à un certain moment et puis qui ont eu peut-être la poisse de... Une carrière footballistique, c'est pas toujours évident. Mais bon, j'ai un 11 de base et je crois que je peux faire 2 équipes. Je peux facilement faire 2 équipes. Allez-y, on a totalement le temps, donc allez-y. Mais non, mais si comme gardien, on a eu des... parce que j'ai vu une interview de Jean Kinnemans qui parlait de Svilar, comme gardien, par exemple. J'ai eu Svilar aussi, je ne l'ai pas eu longtemps, mais je l'ai eu avec un certain tournoi. Pardon, un certain tournoi. Mais bon, j'ai eu Davy Roof, qui aujourd'hui à Gand. Qui est aujourd'hui à Gand, capitaine, qui fait quand même une belle carrière. C'était le garçon avec qui on a gagné la Future Cup. Pour nous, la référence pour les U17, tournoi U17. On a gagné Viareggio, qui était la référence à l'époque avant la Youth League. Donc, pour moi, Davy Roof reste quand même le garçon que j'ai eu beaucoup de plaisir et de bons moments. Et puis, j'ai Anthony Van den Borre, bien sûr. À droite, Anthony, je le mets comme back droit, alors qu'à l'époque, il évoluait d'abord dans l'axe et parfois une fois au milieu. Mais Anthony, c'était vraiment comment je veux dire, il était vraiment pur. C'est vraiment le talent né. Anthony était avec sa façon d'être, mais un garçon très très contrairement à que beaucoup de gens pensent, mais un garçon très discipliné et surtout respectueux. Oui. Il avait un garçon très très correct. Jamais eu de problème avec Anthony. Ah ben, très bien. Puis j'ai eu naturellement Chancel Mbemba qui était un garçon qui, ok, je l'ai eu qu'en espoir, mais que j'ai eu un très bon contact. Un garçon qui au début n'avait pas facile. Il venait de l'étranger et au début il avait pas facile, mais directement Chancel, il avait des qualités énormes. Et vous doutiez qu'il ferait une carrière pareille? Non, à lui j'ai jamais douté parce que Chancel, finalement, la première fois qu'il est venu à Anderlecht, il partait avec moi en tournoi. Ok. Tu vois, et la première chose que j'ai fait quand je suis revenu du tournoi, je suis rentré dans le bureau de Jean Kinnemans, j'ai dit, écoute Jean, si tu le prends pas, il est directement parti ailleurs. Voilà. Et notamment, il y avait aussi au même tournoi, il y avait le Standard qui était là, etc., etc. Je me souviens de certains tournois où il pouvait prendre le ballon et dribbler tout le terrain. Ouais, mais il était... C'est un phénomène. Donc, Chancel, j'ai adoré. Et puis,
À côté de lui, je mets Attendez, je Vincent. devine. Ouais, Vincent Compagnie. C'est ça. Ouais. Vincent, allez, je crois que faut plus le présenter. Hein. Lui, il était vraiment. Mais c'est ce que j'ai dit. Hein, Vincent, pardon. Vincent, c'était le garçon que s'il aurait joué au RBDM, il aurait fait carrière de toute façon. Ok. Tellement qu'il était fort, il était impressionnant. Il était vraiment impressionnant et surtout quel Charisme. charisme, quelle personnalité. Il a toujours eu sa propre pensée. Il avait ses idées. Il coachait déjà vraiment. Donc il était déjà très loin dans son évolution, Vincent. Et puis je le mets à gauche, mais parce que parfois il peut. Mais Salamakers, que j'ai au début. Pas facile avec moi en U17, terre mature, et il jouait pas tout le temps, mais quand même, je l'ai revu après quand j'étais avec Emilio. On faisait les espoirs, et là, il a explosé. C'était plutôt côté droit, mais là, il a vraiment explosé. Et vraiment aussi technique en mouvement. Lui, par contre, il a vraiment l'ADN Anderlecht, techniquement. Hein. Ouais, Il a eu des espaces, il aime ça. Et il ose tout. Vraiment, comme vous dites, un garçon très, très, très technique, mais aussi vivace. Donc, franchement, il peut jouer aussi dans différentes formations. Et puis, j'ai comme défensif, médian défensif, Leandro Ndonker. Ah oui, ok. Et j'ai eu j'ai aussi des très bons moments avec Leander. Lui était fan du Barça, des tiki-taka. On a eu de bons moments. Chaque fois, c'était quand même des tiki-taka. Et aussi avec le tournoi de Viareggio, il était là. Je crois que dans la Future Cup déjà avec Ajax, il était là aussi. C'était un peu la même équipe. Et Viareggio 2 fois, il était avec, une fois gagné, une fois perdu. Mais Leander reste pour moi un garçon très, comment je veux dire, un travailleur, bosseur. Très sobre aussi. Très sobre, mais efficace. Toujours, jamais. T'es très calme, mais super discipliné et un monteur phénoménal. Tout le monde en parle de son moteur. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est un garçon qui pouvait courir. Je pense qu'il pouvait jouer 3 matchs de suite sans problème, Leander. Okay. Donc, et puis, il y a un garçon que je mets, mais que j'ai pas eu vraiment dans les jeunes, c'est Yuri Tielemans. Je le mets, pourquoi? Parce que je l'ai côtoyé après en première, mais je le vois évoluer. Le match où c'est avec les Espoirs, il a joué un match avec moi. C'est là où Van den Brom est venu voir. Et c'est là que Van den Brom a décidé c'était le dernier match de la saison et qu'il a décidé de faire commencer Yuri Tielemans directement en noyau l'année d'après. Mais, ouais. La DNA d'Anderlecht, c'est Tielemans, c'est 2 pieds, c'est technique, c'est les passes décisives, Vista, l'intelligence de jeu exceptionnelle. Beau joueur, styliste aussi. Et puis j'ai Dennis Praat, que j'ai eu avec à la Future Cup et qui a été élu meilleur joueur là. Dennis qui est venu aussi un rien plus tard chez nous, qui vient de Genk, qui vient de Genk, mais aussi aussi un garçon très très technique, le crochet très court, vivace, et ouais. Il a été soulier d'or après, donc je pense que... Lui, pour vous, c'était un pur numéro 10? Parce que je sais qu'en équipe première, il a souvent été bougé sur le flanc gauche. Ouais, enfin, je pense que Dennis pouvait jouer en 10, mais il pouvait jouer aussi en 8. Mais plus central, quoi. Je pense que c'est pas vraiment un joueur de flanc. Non, je pense pas du tout. Mais bon, le jour d'aujourd'hui, on peut jouer avec des joueurs qui jouent des ailiers, mais qui c'est un peu plus inverted, comme on dit, qui jouent un peu plus dans les pockets, dans les intervalles. Et je crois que Dennis pouvait très bien faire ça. C'est aussi un garçon qui savait où se déplacer
placé au bon moment. Donc aussi avec une vista exceptionnelle. Hein. Et puis je mets à droite Luke Bacchio. Ouais. Dodi qui, pour moi, avec son pied gauche, j'adorais quand, avec ses dribbles un peu, comment on dit ça, un peu... élancé, hein, il était vraiment, mais sa technique en mouvement, elle était phénoménale. Je trouve que c'est un garçon qui m'a... lui, il a vraiment été à un certain moment, il est parti en première, on l'a remis en espoir, hein, comme vous avez dit là tantôt. Mais c'est le garçon qui avait bien compris le message, que c'était au moment qu'on l'a remis, c'était ou bien on travaille bien ensemble, mais j'ai besoin de toi, ou bien tu te laisses aller et il a très 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 bien réagi. Je dois dire que après il a vraiment pris sa chance et peu après il est retourné en premier. J'ai plus jamais revu en espoir. Mais bon, c'est un plaisir de le voir évoluer comme ça. Hein. Okay. Et puis de l'autre côté, on a Jérémy Doku. Jérémy aussi. J'ai pas eu trop longtemps parce que c'est les garçons qui sont vite. Ouais, de 16 ans, il était déjà en équipe première. C'est ça un peu. Hein, c'est des garçons qui en une fois qui ont accéléré, qui ont été très vite en noyau A. Mais Jérémy, explosivité incroyable. C'est vraiment le premier mètre. Il est. Mais justement, par rapport à lui, si je peux faire une petite parenthèse, explosivité, technique, etc., il a tout ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas justement que Doku, c'est un des exemples, on l'a peut-être mis trop vite en équipe première. Pas qu'il n'avait pas les qualités, mais peut-être qu'il devait encore travailler sur sa finition et... Ouais, écoute, mais on peut travailler sur la finition aussi en première, hein, donc. Mais non, je crois que Jérémy à un certain moment, tu sais, quand on a un élément comme ça, c'est les gars qui paient. Quand tout est fermé, c'est avec une action, il peut trouver les espaces, ouais. C'est comme on dit un peu un ouvre-boîte comme on a toujours dit. Hein. Donc c'est pour ça que je pense que c'est quand même un garçon que tu savais comme entraîneur, tu allais toujours le prendre avec parce que c'est un garçon qui, je trouve que maintenant Manchester City, il commence quand même à montrer qu'il est quand même exceptionnel. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Et puis, comme attaquant, là, je crois que honnêtement, il n'y a pas photo. Romelu Lukaku, c'est vraiment l'attaquant. C'est un garçon qui est travailleur, discipline. C'est le garçon que individuellement j'ai travaillé pas mal de temps avec lui, et ce qui était surtout intéressant chez lui, c'était il a jamais assez. C'était toujours encore plus, et il était fort critique pour lui-même. Sa première touche, il savait que il devait la travailler, et au plus qu'on l'a travaillé, au plus qu'il insistait encore et encore et encore. J'ai rarement vu un gars qui était si critique et si exigeant, mais aussi comment je vais dire, il avait jamais assez. Et c'était vraiment il voulait réussir, et c'était ça c'était ça son caractère fantastique. Mais puis, ici, si on me dit 11 joueurs, mais comme on a déjà dit, hein, on a Sambi Lokonga, Mangala, Lejar, Canezine, Achompong, Lies Mertens, Wout Vaas, Godot, Leoni, Jordan Lukaku, Bastien, Andy Kawaya, etc. Hein, pas mal de beaux talents, c'est vrai. Donc, tu sais, c'est tous des garçons que j'ai quand même eu des très bons moments et à l'entraînement et pendant les matchs de tournoi, et quand même des garçons qui ont quand même tous fait de belles petites carrières. Okay. Et pour terminer cet entretien, on vous avait pas donné les questions à l'avance, mais c'est un petit jeu, c'est d'accord ou pas d'accord.
Vous pouvez vous expliquer un peu en quelques mots très courts, mais on a voilà 10 questions. Chacun va en poser une à tour de rôle. Nathan va commencer et ensuite c'est juste d'accord, pas d'accord. Et si vous voulez vous expliquer pourquoi, il y a pas de souci. Si vous voulez pas, juste d'accord ou pas d'accord. Nathan, et vous avez un joker. Un joker sur les 10 questions. Oh, je dois faire attention. Vous y avez déjà répondu à demi-mot, mais le RSCA aurait dû garder Kompany plus longtemps en tant que coach. Oui. Avec Jean Kinderman. D'accord. D'accord, oui, c'est très bien ça. Avec Jean Kindermans, toujours au club, le RSA serait en meilleure santé sportive et financière aujourd'hui. D'accord. Ah, ça m'intéresse vraiment parce que j'adore le joueur. Moussonda est le talent pur, le plus fort de l'histoire des jeunes au RSCA. Personnellement, je l'ai pas entraîné. Donc, mais je l'ai vu évoluer et il y a encore des phénomènes qui sont passés. Hein, donc, Ouais, vous pensez à qui? Bah oui, entre autres, je trouve quand même Doku reste quand même Ah ouais? un joueur quand même exceptionnel, je trouve aussi. Je cherche toujours des joueurs qui ont des qualités quand même exceptionnelles, mais bon, Charlie Moussonda était C'est un un top, petit hein, génie, ça, ouais. c'est certain. Ok. Juste, on reste justement sur ces questions de petits génies. Anthony Van Den Boer était un plus grand talent que Vincent Kompany. Ouais. Disons que Anthony, comme j'ai déjà expliqué là tantôt, c'était le talent pur qui jouait sur l'instinct, Insouciance. pas trop réfléchir. Il voulait faire un petit pont dans les 16 mètres chez nous. Il a osé le faire. Mais c'est quand même difficile celle-là, je trouve. N'oubliez pas, vous avez un joker. Voilà. Ok, ça va. 4e question, joker. Fais le mélange des deux et c'est genre parfait. Romelu Lukaku est le plus grand attaquant de l'histoire du football belge. Certainement. Devant Paul Van Imst? Bah écoute, c'est une autre époque naturellement, hein, mais si je vois le parcours que Romelu fait, c'est exceptionnel. Je trouve que avec la force qu'il a, la taille qu'il a, la vitesse, c'est pas donné à tout le monde. Comment il peut travailler avec son corps, comment il protège sa balle de façon et puis le sens du but qu'il a, je pense que on peut pas douter quand même à ça. 6e question, les espoirs d'aujourd'hui sont plus professionnels mais moins libres que ceux des générations précédentes. Plus professionnels mais moins libres avec les réseaux, etc. Oui, je pense que il faut pas sous-estimer tout ce qui est médias. Le jour d'aujourd'hui, on sait tout. Il y a plus de vie privée, façon de parler. Donc, c'est devenu je pense très difficile pour rester, comment je veux dire, les pieds sur terre. Quelques entraînements vous suffisent à déterminer si un joueur a le niveau ou pas? Pas d'accord. Je peux pas prétendre ça. Je trouve que naturellement, on voit directement s'il a certaines qualités ou pas, mais je pense quand même que il faut aussi voir le contexte du moment. Hein, un joueur qui vient de l'étranger ou pas, il faut un temps pour s'adapter. Je pense que ça serait un peu comment je dis ça, un peu prétentieux, trop, oui, de dire que, mais bon, je trouve toujours aussi que le plus important, si je regarde un jeune, c'est toujours un peu quelle progression qu'un jeune peut encore faire. Je trouve que ça c'est encore plus important que le talent qu'on voit au moment même.
Celle-là, René Peters aurait pu gagner un titre de champion de Belgique en étant T1 à Anderlecht. Pas d'accord. Pas d'accord, pourquoi? Parce que, c'est pas, il y a pas que le coach qui est important, hein, si on n'a pas les joueurs pour jouer champion, mais si on a des très bons joueurs, je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui pourraient être champions, oui. Si je devais refaire ma carrière, je choisirais encore la formation plutôt que le football professionnel. Oui, d'accord, ouais. Je regrette rien, finalement, les moments que j'ai eus avec les jeunes, ce que j'ai surtout adoré, c'est le contact avec, tu sais, le les jeunes, ils sont encore honnêtes, c'est encore pur, c'est pas encore trop masqué, et j'ai toujours aimé, la pureté des personnages, et j'ai adoré, et je me suis toujours senti, et je crois que je suis dans l'esprit, je suis resté peut-être toujours encore un peu un jeune aussi dans ma tête. Et la dernière question, vous avez déjà utilisé le joker, donc il faudrait y répondre, c'est Anderlecht sera champion dans les 5 ans. Oui. Vous Oui, étiez gentil, hein, je voulais dire dans les 2 ans. ouais, mais même, je pense que tout doucement, je crois que, je pense que je vois quand même, de la progression, je crois, et je vois aussi de plus en plus de jeunes qui commencent à avoir le niveau pour être du niveau, le grand Sporting, hein. Si je vois un Tristan de Greef le jour d'aujourd'hui, un Nathan de Cat, mais j'espère qu'on peut le tenir un peu plus longtemps aussi, parce que, comme j'avais déjà dit, si à nouveau on doit les vendre pour je sais pas quelle raison, ça serait dommage. OK. Merci René. Avant de terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, l'année 2026? Pour que nos auditeurs savent, on enregistre l'émission cette fin d'année 2025, donc on la publiera certainement en 2026. Mais déjà ici, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vraiment à la veille Ouais. du nouvel an? Surtout, avoir une bonne santé, ça c'est le plus important, mais surtout un peu profiter, des moments que je vais avoir un peu plus de temps, plus libre, parce que c'est vrai que pendant longtemps, j'ai quand même été actif, 6 jours sur 7 à chaque fois. Pas que que ça me posait problème, pas du tout, parce que être sur un terrain, c'est une des plus beaux jobs qu'on peut faire, mais toujours 6 sur 7, à un certain moment, on se réalise aussi qu'on a très peu de temps pour faire autre chose. Tu vois? Et je pense que un peu profiter plus de vacances, et de fois passer un peu plus chez les copains, parce que souvent j'ai dû refuser, des petites soirées parce que j'étais occupé avec le foot. Ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. À nouveau, toute la entière, on vous remercie d'être venu parce que je sais que vous étiez très occupé. Ça fait quelques mois qu'on vous avait demandé. On remercie aussi notamment Mathias, hein, qui a permis cet entretien, Ouais. qui c'est le responsable presse d'Anderlecht. On vous dit à tous, on vous souhaite encore une bonne année 2026, et on vous remercie, vous tous qui nous soutenez depuis maintenant bientôt 3 ans. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de faire plein de bruit autour de cette émission, notamment sur YouTube. Et voilà, Nathan et moi, René, c'était un réel plaisir. À nouveau, encore un grand merci. Ouais. Et j'espère te dire à bientôt. Je sais pas comment, mais peut-être les circonstances nous amèneront à nous revoir. Bon, Et bon. j'en profite aussi pour passer, parce qu'il a vraiment insisté. Je remercie aussi Andy qui nous a beaucoup aidé à préparer l'entretien, parce qu'on trouve pas tout sur Internet. Ouais. Et il nous a dit de te donner vraiment le plus grand bonjour, en nous disant, et je le cite, vous allez voir, faut pas stresser, c'est quelqu'un de très calme, très cool, il s'exprime très bien dans les 2 langues, c'est vraiment un plaisir. Donc on confirme effectivement les paroles de Andy. Et on n'oublie pas de remercier surtout Incluvision, la boîte qui nous permet de faire tout ça, toute l'équipe en régie, Fadi, Dedi, Taylor, qui sont là depuis maintenant 2 ans et demi chaque fois en régie, et qui nous permettent de faire toutes ces émissions. Et donc voilà, à nouveau un grand merci, et on vous dit à très bientôt. Bye bye.